Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai fait une petite vidéo pour répondre rapidement au super discours de notre président. Discours qui date du 15 mai 2023. Donc bien sûr, je ne mettrai pas la vidéo en entier parce qu'elle dure presque une demi-heure et que c'est déjà assez chiant comme ça de l'écouter. Il suffit de voir les chiffres d'audience. Donc je ne vais pas vous infliger l'intégralité de son discours, mais il y a 2-3 choses importantes à aborder. Et dans un second temps, je reviendrai encore plus rapidement sur une intervention de notre ministre de la Santé. Mais d'abord, générique. Bon, dans la première partie de l'interview, il parle surtout de la guerre en Ukraine, et je vous avoue que c'est de la géopolitique, c'est hyper compliqué, donc je passerai direct au moment où il parle de réindustrialiser la France. Aujourd'hui, vous accueillez à Versailles 200 patrons étrangers investisseurs qui vont aider la France à se réindustrialiser. Les résultats sont là. Pour la 4e année consécutive, la France est le pays le plus attractif d'Europe. Aujourd'hui, on annonce un nombre d'investissements étrangers record. 13 milliards d'euros investis. Donc en gros, on vend la France et ses industries à des groupes étrangers, mais ça ne choque personne. Parce qu'il faut bien comprendre que ces investisseurs étrangers ne mettront pas leur siège social en France, et donc ne paieront jamais d'impôts en France. Et ils bénéficieront sûrement de subventions énormes. En gros, on leur dit, venez chez nous et vous ne paierez rien. Même pas les salaires de vos employés. Et ça les empêchera pas malgré tout de délocaliser, tout en partant avec des subventions s'ils partent en Europe. J'étais à Dunkerque vendredi. Vous voyez, pour ça, c'est cette petite batterie électrique qui est faite par Prologium. Et c'est 5 milliards 200 millions d'euros d'investissement qui se font à Dunkerque. On a un investissement à Sarreguemines, terre qui a tant souffert de la désindustrialisation. Une entreprise Holosolis va installer là aussi des milliers d'emplois pour faire quoi? Des composantes de panneaux solaires. Donc là, Macron nous dit sans saigner du nez qu'en France, on va fabriquer des batteries et des composants de panneaux solaires. Ok, mais comment? Avec quoi? Et qui nous achètera ça? C'est pas comme si les Chinois maîtrisaient toute la chaîne de production parce qu'ils possèdent les matières premières, dont ils ont d'ailleurs le monopole en ce qui concerne les oxydes de terre rares par exemple. Ils ont le savoir-faire, des normes qui ne sont pas celles de l'UE et une main-d'œuvre quasi gratuite. J'aimerais savoir comment Macron veut faire pour rendre sa merde rentable avec cette concurrence. Le calendrier est là, les choses avancent, on réindustrialise et on attire. Il y a des EPR qu'on a décidé de construire à Gravelines, on a ArcelorMittal, on a Ascométal, on a aussi AstraZeneca avec... Il ose quand même prendre l'exemple d'AstraZeneca, je trouve ça beau. Parce qu'en termes de réindustrialisation, ils en sont là quand même. Il y a des grèves. Il y a des grèves, mais je leur ai dit, regardez les chiffres dans le secteur privé. Tous vos collègues, ils n'ont quasiment pas eu de grève. Ah, là il ment. Parce que j'aimerais bien savoir où il trouve ces chiffres. Nous ne sommes que 18e en Europe quand il s'agit de créer des emplois liés à ces investissements. Pourquoi ces investissements étrangers créent-ils si peu d'emplois chez nous? Ça dépend en effet des secteurs. 33 par implantation, c'est pas beaucoup. Non, mais pourquoi? Parce que nous, beaucoup de ces investissements, on part de zéro. Ah bah vous voyez, c'est ce que je disais, on part de zéro. Il est juste impossible de faire concurrence à des industries déjà implantées, alors qu'il faudra acheter les matières premières à notre principal concurrent. À moins d'être complètement con, on se rend vite compte que ça va coincer quelque part. Et encore une fois, ça va nous coûter un pognon de dingue. Et merci qui? Merci Macron. Merci Macron. Merci Macron. Merci Macron. Bah ouais, vous vous souvenez de l'affaire Alstom, entre autres. Si vous n'avez pas de souvenirs, je vous invite à regarder ça. Et oui, Macron a personnellement participé à buter l'industrie française. Nous avons laissé trop désindustrialiser, ça nous a affaiblis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la richesse créée par habitant en France, elle est 10 points en dessous de celle qu'on crée par habitant en Allemagne, 12 points de moins que celle qu'on crée par habitant aux Pays-Bas. Ok, mais quand on regarde les chiffres, en vrai, on se prend une branlée de ouf par le Luxembourg. Le Luxembourg, sérieux. Ils produisent quoi à part des banques dans un paradis fiscal? Ça serait pas mal en vrai de voir à quoi correspond le PIB en fait. Je suis désolé, mais les 3 premiers au classement du PIB par habitant en Europe sont officiellement des paradis fiscaux. Nous nous battons tous pour réindustrialiser. On a fait quoi? On a baissé les impôts pour attirer les investisseurs et inciter chez nous à investir. On a baissé le coût du capital qui est nécessaire. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'impôt créé s'il n'y a pas un capital productif. On a baissé le coût du travail. On a simplifié les règles du travail avec les ordonnances il y a 5 ans. On a travaillé sur l'énergie avec un plan structuré. On développe le renouvelable, on développe le nucléaire. Et puis, on a mené un train de réforme. Oui, et on sait ce que ça a donné les réformes. Hein. On n'en veut pas de ta retraite. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? On n'en veut pas. Non mais on n'en veut pas de ta retraite. Trou du cul. Je peux vous poser une question? Oui, je voulais juste savoir que Cyril Hanouna a un président qui a un gouvernement aussi corrompu.
Vous vous rendez compte quand même des efforts faits par le gouvernement qui augmente le SMIC de 10% selon Macron? Bon, ça reste toujours en dessous de l'inflation, donc en fait les salaires baissent. Mais il suffit d'une prime de 100 € payée avec nos impôts qui ne bénéficient qu'au SMICard. D'ailleurs, ça n'est pas comptabilisé pour la retraite, mais ça va calmer les gens, hein. En fait, on appelle ça acheter la paix sociale. Mais malheureusement, j'ai l'impression que ça suffira pas maintenant. Mais vous avez rencontré ces Français depuis quelques semaines, même si c'est parfois Depuis agité. quelques années même. Mais précisément depuis quelques semaines. Ces gens qui travaillent depuis 10 ans et qui sont à 100, 150 € au-dessus du SMIC. Est-ce que vous ne pouvez pas demander aux entreprises, écoutez, les entreprises du CAC 40, vous avez réalisé 150 milliards de bénéfices l'an dernier, vous pourriez peut-être en donner un petit peu à vos salariés. Alors, ça, et c'est une bonne chose, c'est pas l'État, le gouvernement, ni le président qui le décide. Mais les inciter... C'est le dialogue social. C'est le fruit du dialogue social et du dialogue entre l'employé et le salarié. Ok. Le dialogue social entre l'employé et le salarié. Et donc il faut avoir un dialogue avec toi-même pour te convaincre que tu peux pas être augmenté. Hey, salut! Est-ce que tu voudrais bien m'augmenter? Bah oui, pas de souci. Ah bah super! Allez, check. Sinon oui, on a bien vu que le dialogue social fonctionne bien. Mais même sans ça, 80% des emplois sont issus des PME et TPE. La plupart ne peuvent tout simplement pas augmenter les salaires parce qu'ils galèrent eux aussi. Eux ne reçoivent pas le CICE ou toutes ces conneries là par exemple. Les baisses d'impôts qu'on a faites sur les ménages se sont concentrées sur ces classes moyennes. Quand on a baissé la cotisation salariale sur le chômage au premier quinquennat, c'est pour essentiellement ces classes moyennes. Quand on a supprimé la taxe d'habitation, c'est pour les classes moyennes. Quand on a baissé de 4 milliards d'euros l'impôt sur le revenu, ça a été sur les classes moyennes. Quand en début de ce quinquennat, on a supprimé la redevance audiovisuelle, c'est pour les classes moyennes. Et donc nous avons dans notre trajectoire budgétaire, c'est-à-dire, vous savez, on a prévu jusqu'en 2027 des dépenses, des recettes, pour tenir aussi notre déficit et commencer à rembourser notre dette, il y a 2 milliards de baisse d'impôts pour les ménages. Ben, ces 2 milliards, j'ai demandé au gouvernement de me faire des propositions pour qu'il se concentre sur ces classes moyennes, vous l'avez très bien dit. Donc pour rembourser la dette, on baisse les impôts. C'est logique. Donc là, il nous explique que toutes les baisses d'impôts qui ont été effectuées étaient dans le but d'aider les ménages. Alors je sais pas vous si, à titre individuel, vous avez vu une différence sur votre compte à la fin du mois. En tout cas, on voit bien qu'à un moment, si l'État n'a plus le revenu, ça va être compliqué de maintenir les services publics. Si vous devez aller à l'hôpital public, je vous conseille de faire vite, hein, parce que d'ici 2027, ça va être compliqué et cher. Avoir un salaire, c'est la meilleure chose. Et on a encore 7% de taux de chômage. La deuxième chose, c'est tenir cette dynamique des bas salaires qu'on a tenue. Tenir cette dynamique des bas salaires qu'on a tenue. La troisième, c'est utiliser à plein ce qu'on a déjà fait. La prime exceptionnelle et ce qu'on va passer pour l'intéressement et la participation. La quatrième chose, c'est le dialogue social. Il commence à nous faire chier, lui, avec son dialogue social qui n'existe que dans son monde. Mais la dynamique des bas salaires, j'avoue, je m'y attendais pas à cette formule, hein. En tout cas, ça a le mérite d'être clair. Je vous invite à regarder ma vidéo sur la retraite à 65 ans pour comprendre que le taux de chômage à 7%, c'est une grosse blague, hein. Mais d'après Macron, avec un salaire, c'est la meilleure chose. Même si le salaire ne permet pas de vivre, c'est pas grave. Au moins, vous avez un salaire et vous faites encore baisser le chômage. Tout va bien alors. Dans un mois, jour pour jour, le 15 juin, va prendre fin le trimestre anti-inflation, qui a montré une certaine efficacité. Qu'est-ce qui va se passer après? On a compris qu'il allait sans doute être prolongé. Si une entreprise d'agroalimentaire ne joue pas le jeu, une grande surface ne joue pas le jeu, vous leur tordez le bras, vous les dénoncez, vous donnez leur nom en public pour qu'ils s'alignent. Mais c'est qui ce journaliste? Depuis quand les grands groupes en ont quelque chose à foutre qu'on dénonce leurs pratiques? Ça n'empêche pas les gens d'acheter, hein. Tout le monde sait que Lactalis, par exemple, contribue largement au fait que nos agriculteurs ne disent pas de leur travail, ce qui souvent les pousse au suicide. Est-ce que ça va nous empêcher d'acheter leur lait? Non. Du camembert président, etc. Non. On part du principe qu'on fait confiance aux industriels, mais surtout aux institutions qui sont censées contrôler tout ça. Il semblerait qu'il y ait certaines lacunes. On a agi. On a agi d'abord en mettant, vous le savez, des boucliers, ensuite avec ce bouclier qui a montré son efficacité. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut qu'il n'y ait pas de marge exceptionnelle qui soit faite dans ces années difficiles pour nos compatriotes. Donc, vous gagnez un peu plus, aidez-nous à baisser les prix pour nos compatriotes. Et l'objectif, c'est qu'on absorbe en quelque sorte cette inflation d'ici à l'automne, pour, j'espère, revenir dans des terres plus connues et plus normales. Donc le contribuable doit payer. D'une façon ou d'une autre, vous inquiétez pas, on va payer. Quand Macron parlait du quoi qu'il en coûte, il fallait comprendre quoi qu'il vous en coûte. Et je peux vous dire que la facture va être salée. Moi, j'ai essayé toujours de dire la vérité à nos compatriotes. Mais bien sûr. Peut-être n'avez-vous pas su trouver le bon ton, mais ce qui frappe quand on questionne les Français de toutes opinions politiques, et quand on leur demande d'accoler un adjectif à Emmanuel Macron, ils disent « il est méprisant ». Quoi? Macron méprisant? Non mais il est pas méprisant.
C'est peut-être un petit peu insultant. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Il y en a certains, au lieu de... le bordel, il ferait mieux d'aller regarder... Je ne céderai pas au triste réflexe de la jalousie française, parce que cette jalousie paralyse le pays. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Hôtel, café, restaurant. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Parce que les Françaises et les Français détestent les réformes. Parce que dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste cela. Écoutez, j'aime pas cet adjectif. Je ne suis pas arrogant, proclame le chef de l'État à la une du Spiegel. Avec cette précision, je dis et je fais ce que je veux. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui me dise, mais président, parfois me dit, vous êtes trop dur. Ouh là là, non, on veut pas savoir ce que tu fais de tes soirées en fait. Vous êtes trop décidé, trop énergique. Parfois, d'autres vous expliquent qu'on va pas assez loin. Non mais vraiment, on veut pas savoir, putain, ça me fout la gerbe là. Je le récuse parce qu'on ne va pas au contact comme je vais depuis que je suis engagé dans la vie politique quand on a du mépris pour les gens. Et je vais vous dire, quand on a du mépris, on s'en fiche. Le vrai mépris, c'est de mentir aux gens. Mais vous fumez, monsieur. L'interview a commencé depuis 20 minutes, il ment déjà. Vous pensez que c'est bon pour ma pomme de faire ce qu'on fait sur les retraites, de porter des textes difficiles, de subir et d'accepter l'impopularité qui va avec? Bon, personnellement, et ce n'est vraiment que mon avis, je pense qu'en sachant que c'est ton dernier mandat, t'en as juste plus rien à foutre. Les méprisants sont les gens qui ne veulent pas parler avec les autres. C'est les gens qui leur mentent, et ceux-là sont en train de paver le chemin des extrêmes. D'où le 49.3 et toutes les procédures pour accélérer le débat pour faire taire l'opposition. Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo sur la façon dont le gouvernement a fait passer tous ces textes. On finit vraiment par demander qui est en train de paver le chemin des extrêmes en fait. Donc voilà, en gros c'était les propos de Macron. Si vous voulez voir la vidéo en intégralité, les liens sont en description. Mais avant d'en finir, il y a une chose importante qui s'est passée. Notre ministre de la Santé, François Braun, est passé sur une radio qui s'appelle Sud Radio. Et il disait ça. Vous annoncez aussi aux investisseurs étrangers l'expérimentation accès direct pour les médicaments innovants. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Je mets en place un certain nombre de mesures qui vont faciliter l'accès aux médicaments très innovants. Cet accès direct permet à un industriel que son médicament soit distribué avant même ce que l'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Mais dès lors que les scientifiques ont jugé que le médicament avait un bénéfice important pour les patients, nous avons maintenant une procédure qui permet de le mettre très vite sur le marché et à disposition des Français. Oui, vous avez bien compris. Donc voilà, en gros, les industriels pourront mettre sur le marché des médicaments qui sont toujours en phase de test. Les effets secondaires, on verra plus tard. Au pire, les médocs sont retirés du marché et tout ira bien pour eux. Pas pour les consommateurs. Mais bon. Ah, au fait, vous vous souvenez du Covid-19, je crois que c'est ça? Nous sommes en guerre. Oui, je sais, c'est chiant, c'est un souvenir difficile. Mais bon, maintenant, on peut passer à autre chose. On peut tourner la page. En juillet dernier, à ce sujet, la loi de 2021 dit que dès lors que la Haute Autorité de Santé a émis cet avis, il n'y a plus aucune raison de ne pas les réintégrer. J'ai donc fait appliquer la loi, ce qui est tout à fait normal. J'ai envie de dire, passons à autre chose. Comme l'a dit l'OMS, ce n'est plus une urgence de santé publique internationale. D'ailleurs, le Covid n'est plus une urgence, en fait, aujourd'hui. Voilà, parce qu'il y a des soignants vaccinés positifs qui peuvent travailler, quoi. Oui, alors on a beaucoup discuté autour de tout ça, en fait. Des gens qui étaient positifs, qu'on forçait à venir travailler pendant les vagues d'épidémie. C'est faux, on ne les a jamais forcés. Non, mais aujourd'hui, je parle de maintenant. Aujourd'hui, oui. Alors, il faut appliquer les gestes barrières, a fortiori lorsqu'on est en comme contact du gel de patients devant fragiles. vous, là. Voilà. Du gel, le masque quand on est dans les services hospitaliers, c'est tout à fait normal. Oui. Donc, le Covid, c'est un rhume, c'est devenu un rhume. Alors, c'est un rhume qui, comme la grippe, tue encore. Et oui, et d'ailleurs, c'est juste un rhume qui fait des morts au même titre que la grippe. Et ça, c'est d'après notre ministre de la Santé. Finalement, bon, on passe à autre chose. Le Covid-19, ça a fait quoi? On a fait que bloquer le pays, la dette a explosé. Franchement, on s'en fout en fait. On peut passer à autre chose, c'est bon. C'est comme les retraites. Allez, on tourne la page, on avance. Enfin bon, laissez des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et surtout, n'hésitez pas à prendre des casseroles pour faire du bruit. Il faut qu'on se fasse entendre. À un moment donné, c'est plus possible. C'est sur cette note d'espoir que je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.